Vous écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et à travers les discussions que je vous présente avec les entrepreneurs, j'espère pouvoir vous aider à favoriser vos choix d'affaires vers un entrepreneuriat plus humain et créatif. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour à tous et à toutes. Pour cet épisode numéro 51, on va aborder le sujet de l'exportation, du développement d'affaires dans une optique globale, parce qu'on reçoit un entrepreneur qui a développé une technologie pour aider en ce sens avec son entreprise Perimeter. Puis avant de vous le présenter, j'invite les abonnés de Baron Pro à aller écouter un truc que notre invité donne qui concerne en fait les produits existants pour faciliter le commerce électronique. Alors, bienvenue au balado Patrick Perrault. Merci de prendre du temps avec nous. Hey, ça fait plaisir, Nelson. Merci de l'invitation. On va commencer par le début. On va commencer par... qu'est-ce que tu fais, Patrick? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben écoutez, Patrick Perrault, je suis le fondateur de Périmètre, une entreprise, je vais dire, un peu bicéphale depuis quelques années, parce qu'il y a Périmètre, l'entreprise qui fait dans le développement de produits numériques, donc qui développe des applications pour des grandes entreprises ou des jeunes pousses, des startups qui sont déjà financées, donc dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine manufacturier. Vous venez nous voir avec une drôle d'idée ou avec un problème, et puis notre travail, c'est de développer un produit qui va le régler. On peut même maintenant aider avec la mise en marché de ces produits-là. Et puis de l'autre côté, c'est le côté Getting to Global, qui était un client pour lequel on a développé leur première plateforme de promotion d'exportation et qui, quelques années plus tard, on a racheté. Donc maintenant, Périmètre, c'est une trentaine de personnes divisées entre un studio à Montréal et à Rio, et un autre à Rio, et qui développent, dans le fond, des outils maintenant principalement dédiés à la promotion et à la facilitation du commerce international. Excellent. Puis j'ai dit le nom de ton entreprise en anglais parce que quand j'ai arrivé avec ton site puis tout ça, il était en anglais, mais on le dit dans les deux sens. On le dit dans les deux sens et tu parlais d'une astuce pour les gens de Baron Pro, mais une des choses que je vais dire, c'est lorsque vous choisissez votre nom d'entreprise, choisissez pas un nom commun comme Périmètre ou Perimeter. Ah non, c'est quelque chose qui cause problème par la suite, mais on vit avec maintenant, 8 ans plus tard. C'est bon. Voudrais-tu m'expliquer un peu comment tu es arrivé, un peu le parcours qui t'est arrivé à lancer cette entreprise-là? Comment c'est arrivé? C'est un parcours, je ne vais pas dire long et ardu, mais un parcours un peu tout croche. J'ai commencé ma carrière, je suis diplômé de l'Université Laval en marketing, spécialisé en recherche de marché. Je travaillais pour la chaire Jaroslawski en études internationales quand j'étais là. Puis, lorsque j'ai terminé, j'ai commencé comme analyste de marché chez Ubisoft, en fait chez Gameloft à l'époque. Et rapidement, 2 mois plus tard, ils m'ont dit toute l'équipe de recherche de marché déménageait à New York, donc tu vas déménager à New York. Et du haut de mon salaire de 22 500 $ canadiens à l'époque, c'était assez évident que je ne pouvais pas vivre à New York, donc je leur ai laissé savoir que je préférais rester à Montréal. Alors ils m'ont dit c'est facile, voici une boîte, prends tes objets personnels et tu peux quitter. C'était simple la vie. Oui, c'était simple la vie. Et puis là, j'étais littéralement au pied aux ascenseurs quand mon premier patron, Ben Mattis, m'a demandé est-ce que tu as déjà suivi des cours de gestion de projet, toi? Puis il m'a dit parfait, maintenant, si tu veux rester, tu vas devenir producteur. Donc, je me suis retrouvé, après 2 mois chez Gameloft, bombardé comme producteur de jeux vidéo. Ce que j'ai fait pendant presque 10 ans avant de me retrouver ensuite dans le domaine des agences où j'ai continué à faire à peu près la même chose, c'est-à-dire développer des objets numériques. C'était des jeux au départ. Ensuite, ça a été des écrans interactifs pour la SAQ chez Sidley, des écrans interactifs un peu partout, en fait, des sites web, des applications. Et après quelques années à gérer des équipes là-dedans, j'en ai eu vraiment assez, puis je me suis dit, je ne veux plus jamais gérer de gens. Fait que je vais me lancer à mon compte comme consultant et puis je vais aider des gens à faire de la transformation numérique, ce qui était très, très, très à la mode comme terme à l'époque. Donc, après 2 mois, je me rends compte que je vais juste embaucher quelqu'un pour m'aider à faire un petit peu de gestion, tout ça. Puis, ensuite, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Puis, 8 ans plus tard, maintenant, une trentaine de personnes. Et alors, tu commences à gérer des gens. Exact. Aujourd'hui, je ne gère uniquement que des gens et je ne livre presque plus rien, ce qui, à mon âge avancé de 40 ans, est quelque chose qui me fait de plus en plus.
Donc, c'est vraiment ça. Ça a été un parcours où je pense que le dénominateur commun de toutes ces choses-là, c'est que j'ai toujours eu à créer des choses, des produits. Et puis, ce qui a amené un jour justement au rachat de Getting to Global par Périmètre. Et puis, aujourd'hui, ce que je développe, c'est des produits qui aident des jeunes entreprises à démarrer, à grossir, des entreprises bien établies à grandir à l'international. Puis c'est toujours encore, on est toujours au whiteboard, toujours en train de penser à quelque chose de nouveau à développer. Donc c'est un peu ça mon parcours. Est-ce que tu dirais, parce que la plupart des entrepreneurs que j'ai interviewés à travers le podcast, souvent, ils n'ont pas un parcours vraiment d'agence. Est-ce que tu penses que, tu sais, d'avoir été dans des agences, d'avoir été dans des films comme ça, je suis pas mal sûr que c'est une super école aussi pour développer ce que tu fais maintenant, mais à quel moment tu penses que ça a pu peut-être développer ton sens entrepreneurial à travers ça? Moi, j'ai travaillé 2 ans pour l'agence Sidley à Montréal. C'est une agence qui est reconnue pour prendre des risques, pour être extrêmement créative, pardon. Puis, je pense qu'une des choses que j'ai retirées d'avoir travaillé avec des gens comme Martin Gauthier chez Sidley, c'est je pense que c'est Larry Page qui disait ça, mais a healthy disregard for the impossible, un dédain de l'impossible, c'est-à-dire que autant ça peut être malsain quand il faut que tu respectes des deadlines, mais se faire dire comme OK, regarde, on veut des écrans interactifs à la SAQ qu'il ne faut pas toucher. OK, fait qu'il faut un écran tactile qu'on ne touche pas. OK, on va partir de cette prémisse-là, puis on va essayer de bâtir quelque chose comme ça. Ce qui a donné quelque chose dont je suis plus ou moins fier, mais bref. Donc, ça a été de développer vraiment ce côté, je veux dire, aventurier, cette prise d'un risque calculé en se disant quand on est au pied du mur, c'est quoi? C'est là qu'on devient créatif, c'est là qu'on va trouver c'est là qu'on va trouver des solutions vraiment, vraiment imaginatives à des problèmes qui ont l'air insurmontables. Mhm. Ah, c'est bon ça. Puis donc là, t'as lâché le côté des agences, tout ça, et là, t'as lancé Périmètre. Est-ce que dès le départ, ça faisait longtemps que tu disais comme Ah, c'est ça le problème, tu sais, là tu parles que vous développez des nouvelles technologies, tout ça, et là, toi, le premier produit que vous avez fait, c'était quoi exactement? Écoute, le premier produit qu'on a fait, c'était un portail pour permettre, puis c'est le premier vrai gros produit qu'on a fait avant, il y a des petits projets, des petites choses comme ça, on fait ses classes, on Ouais. bâtit l'équipe. Un portail pour aider au recrutement de patients pour des études cliniques. Extrêmement ennuyant comme projet, extrêmement compliqué d'un point de vue légal, parce qu'évidemment, quand tu es dans le domaine pharmaceutique, tout est compliqué d'un point de vue légal. Ça a été le premier. Ensuite, on a fait un de mes ex-collègues de classe du secondaire qui vient nous voir en disant j'ai un transpondeur qui est dans les camions qui nous permet de les suivre par GPS. Je veux développer le produit pour faire la gestion de la flotte de transport puis voir en temps réel ils sont où tous ces véhicules-là. OK, pas de problème, on va faire ça. Donc, c'est toujours des projets un peu champ gauche, mais toujours avec une composante où c'est pas nécessairement quelque chose d'extrêmement divertissant. C'est même des fois très bas brun comme produit, mais il y a un défi toujours au niveau de gérer une quantité phénoménale de données, puis de la présenter d'une façon qui permet au gestionnaire ou à l'utilisateur de prendre des décisions plus éclairées puis plus rapidement. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les gens arrivaient, c'était pas des produits que vous aviez développés dans votre sens en se disant comme, hey, l'industrie aurait besoin de ça, on le fait, c'est des clients qui arrivaient vers vous qui disaient, voici ma problématique, comment vous pourriez la régler? Exactement. Puis souvent, tu sais, je prends l'exemple de Getting to Global, savais-tu que moins de 2% des PME américaines exportent? Au Québec, c'est moins que ça en passant. C'est moins de 1% si tu exclues les États-Unis, qui est comme un marché donné. C'était vraiment là, un bref ou un brief là, extrêmement vague souvent. Je me souviens, tu sais, le brief qu'on avait eu de notre client dans le pharmaceutique, le premier, c'était... je ne sais pas si ça a donné lui vraiment un produit dans ce cas-là, mais ça a été, on a de la difficulté à parler. Nos représentants sont souvent incapables de parler à des jeunes médecins parce que les jeunes médecins pensent à tort qu'ils n'ont pas besoin de parler à nos représentants. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mieux se connecter à eux? That's it. C'est un two-liner dans un courriel. Et puis on part de là, en fait. C'est qu'on part ensuite, on dit, OK, bon, mais l'objectif, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très large, mais ensuite, il faut que tu regardes c'est quoi les objectifs, c'est quoi les résultats principaux qu'on va aller chercher, par quoi on va mesurer l'impact. Et puis à partir de là, on essaie de chercher le phénomène le x10. Quelle approche me permettrait d'être 10 fois plus efficace? Un peu comme quand Google a lancé Gmail, le inbox moyen faisait 10 MB. Eux autres, ils ont lancé 1 gigaoctet.
Donc, on essaie toujours de voir, bon, qu'est-ce qui permettrait de simplifier ça? Comme présentement, notre défi auquel on a à faire face, c'est qu'une transaction internationale, B2B, c'est généralement 24 à 27 étapes. Nous, on s'est donné comme défi de permettre la gestion de ces transactions-là en un clic, au lieu de probablement 1600, là, je suppose. Donc, c'est toujours de partir de rien, d'un objectif. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de stratégie d'affaires. Faut être très, très proche de son client. Il faut être proche. Il faut comprendre cette industrie-là. Il faut comprendre le problème. Donc, avant même qu'on mette un pixel sur un écran, des fois, il peut se passer plusieurs mois de recherche, d'analyse, de stratégie, de tergiversation et d'efforts. Oui. Est-ce que tout passe... Ben là, c'est sûr que vous, votre entreprise est basée sur la technologie, mais est-ce que tout passe par la technologie? Quand quelqu'un vous arrive avec un problème, souvent, Mhm. ben, tu sais, on le sait, là, tu sais, le problème principal, habituellement, c'est l'humain dans tout, là, mais est-ce que vous avez ben, j'imagine les réponses, mais est-ce que vous avez à gérer beaucoup plus d'humains avant d'arriver, et comment se passe un petit peu tout Hum, tu sais, si je reprends l'exemple du commerce international, parce Ouais, que j'ai ouais. vraiment les deux pieds dedans, c'est avant même de travailler la technologie, c'est qu'il faut comprendre, oui, il y a l'aspect humain, donc l'aspect relationnel, c'est nous, notre principale valeur, ce sur quoi on travaille le plus, c'est vraiment l'égalité de donner, créer, développer des technologies qui donnent des chances égales à des gens, des jeunes entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui soient ici au Québec, au Tennessee, en Guinée, au Ghana, peu importe. Euh, et donc, ça part, oui, il y a tout cet aspect-là humain, de dire, bon, mais sais, oui, c'est beau, je veux apprendre aux gens à exporter. Il y a des gens là-dedans qu'on pourrait ainsi dire, pas d'éducation, qui Mhm. savent pas lire ou qui n'ont pas accès à des technologies du tout. Donc, par exemple, un projet avec le International Trade Center au Ghana, ben, on avait plein de bonnes idées, puis ils nous ont dit, ah, en passant là-bas, la bande passante auquel ils ont accès, c'est l'équivalent du GPRS ici, tu sais, à la fin des années 90. OK. Ah, ça revient Donc, d'autres c'est là que technologies. tu rencontres la technologie, c'est probablement pas ça le problème. Puis là, ensuite, ils vont dire, OK, ben c'est beau, mais s'ils veulent exporter quelque chose, il faut qu'ils l'amènent dans une grande ville qui peut être à 12 heures de marche ou 6 heures en petite mobilette avec, pour ainsi dire, pas de capacité de transport. Donc, oui, des fois, on va ça, c'est les gens, c'est leur capacité, les ressources auxquelles ils ont accès. Mhm. Et puis, la technologie peut venir très, très loin. Il y a tout l'aspect légal, le commerce international. Moi qui pensais à tort qu'on allait probablement pouvoir maîtriser ça en 5 ou 6 mois, il n'y a pas une journée qui passe maintenant sans que j'en apprenne sur un nouveau concept qui a un impact majeur sur tout ça. Donc, la technologie, souvent, là, ça vient vraiment, vraiment loin. Ça attend loin dans le processus avant de devenir la considération principale. Ah oui, hein. Dans les projets que tu as fait, que tu as développés avec ton Mhm. équipe, ça, c'est lesquels que tu es le plus fier, que vous vous rendez compte que vous avez peut-être atteint? Ah, vous avez développé quelque chose que, ah, tu sais, j'ai pas vu ça ailleurs, ou plutôt la façon que vous l'avez faite, vous êtes... Hmm. Écoute, la façon, parce qu'on est toujours en train de se mettre au défi de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Fait qu'il y a toujours un certain niveau de, je vais dire, puis mon directeur technique Yannick, mon partenaire, un de mes très bons amis, là, euh, je vais dire, j'appelle ça une désorganisation stratégique. Vraiment, là, on s'attaque à un problème auquel on ne s'est jamais attaqué. On ne sait pas tout à fait comment on va surmonter ce défi-là. Mais on se débrouille, puis on s'en sort, on établit nous-mêmes nos bonnes pratiques au fur et à mesure. Et puis, je pense que le projet le plus intéressant qu'on a sorti dans les 2 dernières années, tu sais, qu'il y a vraiment l'avant-COVID et l'après-COVID, là, tu sais, quand COVID a frappé, on peut dire que notre concentration sur le commerce international pendant quelques mois, c'était moins sexy. Il y a moins de gens qui pensaient à exporter quand tout ce qu'il fallait trouver, c'était comment importer des masques. Mhm. Euh, mais je crois que c'est début 2021, on a lancé pour le gouvernement de la Suisse un portail de promotion des exportations. Donc, c'était vraiment le portail de premier contact. C'est une entreprise suisse qui veut exporter. Tu dois passer par notre portail qu'ils ont appelé le cockpit. Et c'est nous qui avons bâti ce produit-là de A à Z, mais il y a une composante de ce produit-là qui a vraiment été, je pense qu'on est vraiment fiers du niveau d'innovation qui a été mis, c'est le moteur de recommandation de marché d'exportation. Choisir un marché où exporter, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Nous, au Canada, c'est facile. On va exporter aux États-Unis, c'est le premier marché, Mhm. c'est connecté. On va passer ensuite au Mexique, peut-être à l'Europe. Puis si on est vraiment aventureux, on va aller en Chine, par exemple, ou en Asie du Sud-Est. Là-bas, en Suisse, ben, t'es un
une petite île au milieu de l'océan qui est l'Union européenne, tu es près de l'Afrique, tu es près du Moyen-Orient, donc le choix d'un marché d'exportation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a bâti, à la sueur de notre front, tout un système qu'on a appelé Trade Insights qui consolide des données d'une dizaine d'agences comme l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Organisation mondiale du commerce, excuse-moi, je les connais tout en anglais, j'essaie de parler français, là, mais le World Trade Organization, puis l'Organisation mondiale des douanes. Donc, on consolide des gigaoctets de données économiques pour ensuite par-dessus ça, on a développé un algorithme qui nous permet, en fonction du produit ou des services que tu exportes, en fonction ensuite de facteurs comme ta tolérance au risque, etc., on a bâti un moteur qui va te recommander, par exemple, les 5 ou 10 marchés, en fait, c'est jusqu'à une centaine, en fait, non, 75 marchés dans l'ordre. On va leur donner un score chacun, puis ensuite, on va t'expliquer comment entrer dans chaque produit, dans chaque marché. Donc, par exemple, le marché canadien pour une entreprise suisse, avant de te donner dans le fond, plein de ressources pour rentrer dans ce marché-là. Donc, juste là, ça, personnellement, si j'avais à dire qu'est-ce que c'est mon magnum opus jusqu'à présent dans ma carrière, ce moteur-là, vu tout ce qui se cache en arrière, je te dirais que c'est celui, je pense que c'est le produit qui nous a démarqué le plus, puis je pense qu'il est le meilleur showcase de ce qu'on peut faire avec énormément de données qui veulent absolument rien dire jusqu'à temps que quelqu'un mette de l'ordre dedans. Oui, je comprends exactement pourquoi ça intéresse le monde, là, de pouvoir se demander dans quel marché aller et tout ça. Tu me parlais, tu me parles beaucoup de clients hors Canada, tu as l'air d'être très actif ailleurs. Quand tu regardes, en fin de compte, le marché québécois, justement, là, qui est un mini-marché là, de rien, là, qu'est-ce que tu dirais, justement? Là, tu disais, il y a moins d'1% de gens qui exportent ou... ça serait quoi le problème? Ça serait quoi la façon que les gens pourraient... ça serait quoi le prochain step ou la vision que le monde devrait avoir de l'exportation ou quelque chose? En fait, puis on le voit beaucoup chez les jeunes entrepreneurs. Donc, quand je parle à des gens là, qui démarrent leurs premières entreprises, qui ont dans la vingtaine, la trentaine, jeune quarantaine, eux, ils partent déjà avec le mindset que ils sont internationaux au premier jour. Global Day One, c'est toujours ce qu'on essaie de mettre en valeur ou ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Eux vont penser systématiquement, ils vont penser au marché américain comme faisant partie d'une extension logique du marché canadien, ils vont penser tout de suite au marché européen francophone, ils vont penser à l'Afrique francophone aussi, au Maghreb. Mais je te dirais que pour les entrepreneurs un peu plus classiques, dans le manufacturier, dans ou dans des régions qui ne sont pas, par exemple, centre, le principal défi auquel on fait face, c'est juste, ça va bien le marché québécois, ça peut être un excellent marché domestique, marché canadien, on est dans un pays très développé économiquement, fait que c'est un beau marché. Ça peut ne pas être tentant d'aller à l'étranger parce que ça peut être compliqué. Donc, il faut leur vendre la notion que ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut leur vendre la notion que ça a plein d'avantages, l'internationalisation, qui n'ont pas pris en compte. Ça crée un élément de sécurité. S'il y a c'est sûr, maintenant, on a des économies extrêmement intégrées, mais par exemple, s'il y a un ralentissement économique au Canada, ça ne veut pas dire que le ralentissement économique va frapper l'Asie du Sud-Est puis le Moyen-Orient. Donc, c'est de leur dire aussi, par exemple, des entreprises au Québec qui sont des manufacturiers d'autobus scolaires. Des modèles d'autobus scolaires ici, il faut que ça soit quand même assez récent, il faut que ça soit bien, il faut qu'il y ait de l'innovation dedans, mais il y a plein de marchés dans des pays moins développés, dans l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, en Afrique, en Amérique du Sud, qui vont être heureux de payer moins pour des produits qui sont plus en fin de vie. Donc, ça permet d'étendre la durée de vie d'un produit sur le marché. Donc, c'est vraiment de vendre cette valeur-là, de vendre ce potentiel-là, de diversifier, de sécuriser. Puis la dernière chose aussi, il y a un aspect de découverte que, tu sais, on va dans des missions, moins maintenant, bien entendu, avec COVID, mais dans des missions commerciales, tu sais, tu peux prendre là, du fin fond d'une région une personne qui ne parle qu'un français, je veux dire même un français approximatif, là, il n'a jamais sorti de chez lui. Sans dire qu'il, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement ouvert à d'autres cultures, c'est pas une personne qui est curieuse d'autres cultures, c'est la même quelqu'un, tu sais, à la limite, on va dire, des fois, c'est une espèce de racisme latent, ils sont juste moins tolérants. Mais là, tu vas les sortir, puis tu vas les amener dans un pays complètement étranger, tu vas les amener, je reprends l'exemple du Ghana, tu vas faire une mission commerciale au Ghana, puis là, tu vas voir cette personne-là, cet entrepreneur-là, qui comprend pas vraiment la personne à qui il est en train de parler, mais parce que là, ils sont en train de signer un deal qui excite toutes les deux, ça devient les meilleurs amis du monde.
Fait qu'il y a cet aspect-là là, qui, moi, vient me chercher à chaque fois, c'est que ça crée, il y a des liens vraiment intéressants à créer. Puis c'est ça, c'est des liens comme ça qui vont faire en sorte que ben, tu vas te créer une société qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus juste intéressante à terme. Fait que c'est vraiment tout cet aspect-là de découverte, de sécuriser ton entreprise, de diversifier tes horizons. Je pense qu'il doit être vendu aux entreprises québécoises. Puis ensuite, ben, tu viens closer le deal, dans le fond, en leur expliquant à quel point maintenant il y a des façons simples ou plus accessibles d'accéder à ces marchés-là. Oui. C'est super intéressant. Ça amènerait à avoir plein d'autres sujets ou plein d'autres topics sur le comment faire le marketing ailleurs aussi, puis comment gérer aussi Oui, cette promotion-là, parce que c'est bon de pouvoir décider de devenir global, puis de faire de l'exportation, mais il faut que tu continues à faire ta promo, il faut que tu t'adresses à différents autres marchés, tout à des fait, choses oui. comme ça, tu sais. Mhm. Merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment super intéressant de t'avoir avec nous autres, puis de parler de ton expérience, puis de ton parcours. J'espère que ça va avoir allumé les gens qui écoutent et tout ça, puis peut-être créer des petits sparks dans les têtes. Tout à fait. Ben, écoute, Nelson, je te remercie de l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être avec